Je suis allé camper avec ma femme et ses amis. Après une courte promenade avec mon fils de 10 ans, tout avait disparu. Les gens, les tentes, la nourriture, les voitures. Pas de réseau, juste une note sur la table. C'est pour le mieux. Fais-moi confiance. Elles nous ont laissés pour mourir dans la forêt. 10 jours plus tard, elles l'ont regretté. Mon fils Jake et moi n'étions partis que depuis 20 minutes, peut-être 25 tout au plus. Juste une petite randonnée sur le sentier de Pine Ridge pour voir cette cascade dont m'avait parlé le garde forestier. Quand nous avons atteint le sommet de la colline pour retourner à notre campement dans la forêt nationale de Bear Creek, mon sang s'est glacé. Tout avait disparu. Les tentes Coleman d'un bleu vif qui parsemaient notre campement comme des champignons colorés. La Jeep Wrangler rouge que conduisait ma femme Sarah. La Honda Pilot argentée qui appartenait à son amie Monica. Les chaises de camping disposées autour du foyer en pierre. Les glacières remplies de steaks et de bière. Même les rires et les bavardages des femmes qui planifiaient cette retraite de couple depuis des mois. Tout s'était volatilisé. La petite main de Jake s'est glissée dans la mienne, ses doigts tremblants. « Papa, où est tout le monde ?» J'ai balayé du regard le campement vide, mon cœur martelant contre mes côtes. C'est alors que je l'ai vu. Une unique table pliante, posée exactement au centre de l'endroit où notre campement avait été. Dessus, une simple feuille de papier blanc, maintenue par un galet lisse de rivière. « Reste près de moi, mon grand », ai-je chuchoté. Bien que je ne sache pas pourquoi je chuchotais, il n'y avait plus personne pour nous entendre. Jake a atteint la table le premier, ses jambes de 10 ans le portant plus vite que mon esprit sous le choc ne pouvait l'assimiler. Il a ramassé le papier avec des mains qui tremblaient comme des feuilles d'automne. « Papa !» Sa voix s'est brisée alors qu'il lisait à voix haute. « C'est pour le mieux. Fais-moi confiance. » J'ai immédiatement reconnu l'écriture de Sarah. Ces boucles soignées qu'elle avait perfectionnées dans sa carrière d'agent immobilier. La même écriture qui avait signé nos papiers d'hypothèque et nos cartes d'anniversaire. Mon estomac s'est noué. J'ai tourné lentement sur moi-même, évaluant notre situation. Le poste de garde forestier le plus proche était à 15 miles à travers une forêt dense. Mon téléphone n'affichait aucune barre de réseau. Nous étions dans une zone blanche, ce que Sarah savait parfaitement puisqu'elle s'en était plainte à notre arrivée. Le sentier que nous avions emprunté n'était qu'un des dizaines qui s'étendaient en toile d'araignée à travers des milliers d'acres de nature sauvage. Elle ne s'était pas perdue. Elle n'était pas allée chercher de l'aide. Elle n'avait pas été kidnappée par un tueur en série de campeurs, un méchant de film. Elles avaient planifié ça. Elles nous avaient abandonnés. Les grands yeux bruns de Jake ont croisé les miens. La peur dans son regard était plus tranchante que n'importe quelle lame. « Papa, est-ce qu'on va mourir ici ?» J'ai forcé ma voix à rester stable, tendant la main pour serrer son épaule. Le mensonge est venu plus facilement qu'il n'aurait dû. « Non, mon fils. Nous allons survivre à ça. Et quand nous sortirons d'ici, j'ai regardé cette note accablante flottant dans la brise du soir, elles vont regretter de nous avoir jamais abandonnés. » Alors que les premières étoiles commençaient à apparaître au-dessus de nous, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait plus seulement de survie. Il s'agissait de prouver que Dylan Torres et son fils ne pouvaient pas être brisés. Ni par la trahison, ni par la nature sauvage. Par personne. La forêt était sur le point d'apprendre de quel bois nous nous chauffions. La première nuit a failli nous briser tous les deux. Jake s'est blotti contre moi sous le ciel ouvert du Colorado, frissonnant de bien plus que le froid de la montagne. J'ai enroulé ma veste en jean autour de son petit corps et j'ai utilisé mon propre corps pour le protéger du vent qui hurlait à travers les pins ponderosa. Pas de sac de couchage, pas de tente, pas de nourriture, juste la détermination d'un père à garder son enfant en vie. « Raconte-moi encore l'histoire de Papy Joe », a chuchoté Jake dans l'obscurité. Alors je l'ai fait. Je lui ai raconté comment mon père m'avait appris à lire les traces d'animaux dans la boue, à trouver le nord en utilisant les étoiles, à construire un abri avec rien d'autre que ce que la forêt offrait. Ces vieilles compétences de scout que je pensais ne jamais plus avoir besoin de utiliser sont revenues comme une mémoire musculaire. L'aube a apporté clarté et désespoir à parts égales. Pendant que Jake dormait d'un sommeil agité contre une bûche tombée, j'ai évalué notre situation avec une précision militaire.
Nous avions mon portefeuille, l'inhalateur de Jake, une demi-bouteille d'eau d'Azani et les vêtements que nous portions. On va construire une maison, mon grand, ai-je dit à Jake quand il s'est réveillé en se frottant les yeux. Une maison de la forêt. Ensemble, nous avons construit un abri en appentis en utilisant des branches tombées et des rameaux de pin, exactement comme Papy Joe me l'avait montré il y a 30 ans au camp scout. J'ai appris à Jake à collecter l'eau de pluie en utilisant ma chemise en flanelle tendue entre deux arbres pour la canaliser dans la bouteille d'eau vide. Quand son estomac a gargouillé assez fort pour résonner contre les parois du canyon, je lui ai montré comment identifier les baies comestibles. Les kinnikiniques rouges vifs qui poussaient en abondance le long des pentes rocheuses. Ça n'a aucun goût, s'est plaint Jake en recrachant sa première bouchée de ses baies fades. Rien n'a un très bon goût quand on a assez faim, ai-je répondu, me forçant à sourire. La nuit, quand les coyotes ont commencé leur cœur obsédant et que Jake s'est serré plus près de moi, je lui ai raconté les histoires des aventures de son grand-père. Comment Joe Torres avait survécu à 3 jours perdus dans les rocheuses adolescents. Comment il avait appris à poser des collets avec rien d'autre que des lacets et de la patience. Est-ce qu'on va s'en sortir, papa? Nous sommes des Torres, ai-je dit, ma voix portant plus de confiance que je n'en ressentais. On ne fait pas que survivre, on prospère. Au 4e jour, notre situation est devenue critique. Les lèvres de Jake étaient gercées et saignantes, son énergie débordante habituelle réduite à une démarche apathique. Les baies ne suffisaient pas. L'eau de pluie collectée avait un goût de boue et de feuilles, mais c'était tout ce que nous avions. J'ai vu mon fils faiblir, et quelque chose de primal s'est réveillé en moi. Il ne s'agissait plus seulement de nous. Il s'agissait de prouver que Sarah et ses amies Monica, Ashley et Rebecca ne pouvaient pas détruire ce qu'elles avaient essayé de jeter. Papa, je suis si fatiguée, a chuchoté Jake le 5e jour, à peine capable de garder les yeux ouverts. Je me suis agenouillée à côté de lui, prenant son visage dans mes mains. Regarde-moi, Jake. Vraiment, regarde-moi. On ne va pas mourir ici. On va leur montrer exactement qui est la famille Torres. Elles pensent qu'on est faible. Elles pensent qu'on va juste se laisser faire et abandonner. Elles sont sur le point d'apprendre à quel point elles ont tort. Quelque chose a changé dans l'expression de Jake. La peur était toujours là, mais maintenant elle était mêlée à autre chose. De la détermination, de la colère, le même feu qui brûlait dans ma poitrine. Le 6e jour, nous avons touché le jackpot. Suivant le bruit de l'eau vive, nous avons découvert le Clearwater Creek, un ruban d'eau de montagne cristalline qui avait le goût du salut. Nous avons bu jusqu'à ce que nos estomacs nous fassent mal, et j'ai remercié silencieusement la force qui nous y avait guidés. Cette nuit-là, alors que Jake dormait paisiblement pour la première fois depuis des jours, j'ai regardé les étoiles et j'ai fait une promesse. Nous allions survivre. Et quand nous y parviendrions, il y aurait un règlement de compte. La force nous est revenue comme un lent lever de soleil. Avec de l'eau fraîche assurée, j'ai fabriqué des bâtons de marche à partir de branches de pin robustes et j'ai appris à Jake la règle cardinale de la survie en pleine nature. L'eau coule vers le bas, et le bas mène à la civilisation. Nous avons suivi le Clearwater Creek qui serpentait à travers la forêt, passant devant des affleurements de granit et des prairies remplies de fleurs sauvages que Jake s'arrêtait pour admirer malgré nos circonstances désespérées. Sa résilience m'étonnait. Cet enfant qui pleurait quand il s'écorchait le genou à l'entraînement de football marchait maintenant des kilomètres sur un terrain accidenté sans se plaindre. Papa, quand on rentrera à la maison, tu vas divorcer de maman, a-t-il demandé le 8e jour, sa petite voix perçant le bruit de l'eau vive. J'ai envisagé de mentir, de le protéger des dures réalités à venir. Mais Jake avait mérité la vérité par le sang, la sueur et les larmes. Je ne sais pas, mon grand, mais je sais que les choses vont être différentes. Il a hoché la tête solennellement, comprenant plus de choses qu'un enfant de 10 ans ne devrait avoir à comprendre. Le matin du 10e jour, le son qui nous a sauvé la vie est arrivé en grondant au détour d'un virage sur le chemin de terre sur lequel nous étions tombés. Le rugissement d'un moteur diesel, un pick-up du service des forêts, vert forêt avec le familier écusson marron et jaune sur la portière. Le garde forestier Tom Mitchell a failli sortir de la route en nous voyant. Nous devions ressembler à quelque chose sorti d'un film d'horreur. Sales, décharnés, nos vêtements déchirés et tachés de boue et de sève de pin.
J'ai levé la main et Tom a freiné brusquement, sautant de son camion avec sa radio déjà en main. Mon Dieu, vous êtes en vie. Son visage buriné montrait un choc authentique. Dylan Torres, votre femme a dit que vous et votre fils étiez partis vous promener il y a 8 jours et que vous n'étiez jamais revenus. La moitié du comté vous cherche. J'ai senti Jake se raidir à côté de moi. Sa petite mâchoire s'est crispée. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai vu une véritable colère briller dans ses yeux. Elle a menti, a dit Jake calmement, mais avec un ton d'acier dans la voix qui me rappelait moi-même à cet âge. Tom nous a regardés tour à tour, sentant clairement qu'il y avait plus dans cette histoire. Bon, allons d'abord vous emmener à l'hôpital, et ensuite on réglera les détails. Alors que nous montions dans la cabine chaude de son camion, Jake m'a chuchoté, « Papa, maintenant, il ne s'agit plus seulement de survivre, n'est-ce pas ?» J'ai croisé son regard dans le rétroviseur. « Non, mon fils. Maintenant, il s'agit de justice. » Le camion nous a emmenés vers la ville, vers des douches chaudes, des repas chauds et des lits propres. Mais plus que ça, il nous emmenait vers le règlement de compte que Sarah et ses amis n'avaient jamais vu venir. Elle pensait nous avoir enterrés dans la nature sauvage. Au lieu de ça, elle venait de creuser leur propre tombe. L'hôpital de Cedar Falls bourdonnait d'activité à notre arrivée. Les infirmières se sont précipitées pour vérifier les signes vitaux de Jake tandis que les médecins nous examinaient tous les deux pour des signes de déshydratation sévère et de malnutrition. Les médias avaient déjà eu vent de notre sauvetage. 2 campeurs disparus retrouvés vivants après 10 jours dans la nature sauvage, c'était une nouvelle locale fascinante. Mais c'est l'interrogatoire de la police qui a tout changé. Le détective Ray Sullivan, un vétéran grisonnant avec 30 ans de service, était assis en face de nous dans une chambre d'hôpital stérile. Ses mains burinées tenaient un petit carnet, mais ses yeux perçants ne quittaient jamais nos visages. « Votre femme a signalé votre disparition il y a 8 jours, a-t-il commencé prudemment. Elle a dit que vous et Jake étiez partis en randonnée et que vous n'étiez jamais revenus au camp. Elle prétend qu'elles ont cherché pendant des heures avant de partir chercher de l'aide. J'ai fouillé dans la poche de ma chemise déchirée et j'ai sorti la note, maintenant froissée et tachée, mais toujours lisible. Elles ne nous ont pas cherchés, détective. Elles nous ont abandonnés. » Les sourcils de Sullivan se sont levés en lisant l'écriture de Sarah. C'est son écriture. Absolument. Ma femme a une écriture distinctive, cela fait partie de sa formation d'agent immobilier. J'ai gardé ma voix calme et factuelle. Elles ont tout emballé et nous ont laissés pour mourir. Papa dit la vérité, a ajouté Jake doucement. Maman a écrit cette note. Je reconnaîtrais son écriture n'importe où. Le détective Sullivan a pris plusieurs notes, puis a levé les yeux avec l'expression de quelqu'un qui vient de résoudre une énigme. Voici ce qui ne colle pas, monsieur Torres. Votre femme et ses amis, Monica Chin, Ashley Patterson et Rebecca Martinez, n'ont déposé aucun rapport de suivi. N'ont pas contacté les hôpitaux locaux. Bon sang, elles n'ont même pas posté sur les réseaux sociaux votre disparition avant le 6e jour. Il a feuilleté ses notes. Vous savez ce qu'elle faisait à la place? Des soins spa au Cascade Resort. Des cours de yoga, des dégustations de vin. J'ai des reçus de cartes de crédit qui montrent qu'elle se la coulait douce pendant que les équipes de recherche parcouraient la forêt pour vous retrouver. Les pièces se sont assemblées avec une clarté écœurante. Cela n'avait pas été spontané. Cela avait été planifié. Il y a plus, a continué Sullivan. Le coordinateur des recherches a dit que quelque chose clochait depuis le début. La plupart des familles inquiètes appellent toutes les heures pour avoir des nouvelles. Votre femme a appelé une fois le 2e jour, puis plus rien jusqu'à ce que les chaînes d'information locales reprennent l'histoire. La petite main de Jake a trouvé la mienne. Elles allaient vraiment nous laisser mourir, n'est-ce pas, papa? J'ai serré ses doigts. Oui, mon grand. Mais nous ne sommes pas morts. Et maintenant, elles vont faire face aux conséquences. Le détective Sullivan a fermé son carnet d'un coup sec. M. Torres, je dois vous demander, voulez-vous porter plainte? Parce que d'après ce que je vois ici, nous envisageons des accusations potentielles de mise en danger d'autrui, de mise en danger d'enfants, et peut-être de tentative d'homicide involontaire. Je veux d'abord parler à mon avocat, ai-je répondu.
Mais, détective, elles ont fait une erreur cruciale. Laquelle? J'ai baissé les yeux sur mon fils, ce gamin courageux qui avait survécu à l'enfer à mes côtés, et j'ai senti une fierté féroce enfler dans ma poitrine. Elles ont sous-estimé ce dont les hommes de la famille Torres sont capables. Le lendemain matin, notre histoire a fait la une du Cedar Falls Gazette. Un père et son fils locaux survivent 10 jours après avoir été abandonnés par leur groupe de camping. L'article incluait la photo de la note. L'écriture de Sarah, claire pour que tout le monde la voie. À midi, l'histoire était devenue virale. Le soir, Sarah et ses amis se cachaient chez elle, leur téléphone sonnant sans arrêt avec des journalistes exigeant des réponses. La guerre avait commencé, et elles avaient déjà perdu la première bataille. La salle d'audience du palais de justice du comté de Lamur est devenue notre champ de bataille. 3 mois plus tard, j'étais assis à la table du plaignant avec mon avocat, David Richardson, l'un des avocats de la défense pénale les plus respectés du Colorado, qui avait pris notre cas pro bono après avoir vu la couverture médiatique. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'elles vous ont fait, m'avait dit Richardson lors de notre première rencontre. Il s'agit de ce qu'elles ont fait à ce petit garçon. Les jurys n'oublient pas ça. Sarah était assise à la table des accusés avec ses 3 complices, toutes vêtues de tailleurs d'affaires conservateurs et affichant des expressions de remords forcés. Elles avaient engagé des avocats coûteux de Denver, mais aucune expertise juridique ne pouvait expliquer cette note ou la montagne de preuves que nous avions rassemblées. L'accusation avait monté un dossier en béton. Des relevés bancaires montrant des soins spa et des visites au restaurant pendant la période de nos recherches. Des publications sur les réseaux sociaux qu'elles avaient supprimées à la hâte les montrant en train de rire autour de cocktails pendant que Jake et moi nous battions pour notre vie. Des données GPS de téléphone portable prouvant qu'elles n'étaient jamais entrées dans la forêt après nous avoir abandonnés. Mais le moment qui a scellé leur sort est arrivé quand Jake est monté à la barre des témoins. Mon fils de 10 ans, portant sa plus belle chemise et parlant d'une voix claire et stable, a raconté à la salle d'audience comble exactement ce qui s'était passé. Comment nous étions revenus de notre randonnée pour trouver que tout avait disparu. Comment il avait lu la note de sa mère à voix haute. Comment nous avions survécu en mangeant des bailles et en buvant de l'eau de pluie. Elle nous a laissés pour mourir, a dit Jake simplement, sa jeune voix portant à travers la salle d'audience silencieuse. Je ne veux plus jamais vivre avec elle. Un souffle audible a parcouru la galerie. Au premier rang, j'ai vu ma fille Amy, la sœur aînée de Jake, essuyer des larmes. Elle avait choisi de vivre avec moi dès qu'elle avait entendu toute l'histoire. Sarah s'est effondrée, sanglotant à la table des accusés. Mais cette fois, même ses propres amis évitaient son regard. Les mêmes femmes qui avaient conspiré avec elle étaient maintenant assises aussi loin que possible les unes des autres, chacune ayant conclu des accords de plaidoyer qui impliquaient les autres. La juge Patricia Hawkins en avait assez entendu. Quand elle a lu le verdict, coupable de toutes les charges de mise en danger d'autrui et de mise en danger d'enfants, la salle d'audience a éclaté. Sarah a été condamnée à 18 mois de prison d'État. Ses complices ont chacune écopé de 12 mois. Mais la vraie justice n'était pas les peines de prison. C'était de voir leur vie s'effondrer en temps réel. Monica, une courtière en prêts immobiliers, a perdu sa licence d'agent immobilier. Ashley a été licenciée de son poste au bureau du greffier du comté. Le mari de Rebecca a demandé le divorce et a obtenu la garde exclusive de leurs enfants. Toutes sont devenues des parias dans notre communauté très unie. M. Torres, a dit la juge Hawkins à la fin des débats, je veux que vous sachiez que ce que vous et votre fils avez enduré ne devrait arriver à personne. J'espère que vous pourrez tous les deux trouver la paix à l'avenir. Alors que nous quittions le palais de justice, Jake a tiré sur ma manche. Papa, tu te souviens de ce que maman a écrit dans la note. C'est pour le mieux. Fais-moi confiance. J'ai baissé les yeux sur lui. Cet enfant incroyable qui était devenu mon partenaire de survie et ma force dans la guérison. Oui, mon grand. Je m'en souviens. Il a souri, le premier vrai sourire que je voyais de lui depuis des mois. Il s'avère qu'elle avait raison. C'était vraiment pour le mieux. Et alors que les journalistes nous entouraient sur les marches du palais de justice, nous interrogeant sur nos projets pour l'avenir, j'ai réalisé que Jake avait absolument raison. Sarah et ses amis avaient essayé de nous enterrer dans cette forêt. Au lieu de cela,
elles se sont enterrées elles-mêmes. Un an après le procès, Jake et moi étions devant un public de 500 personnes à la conférence sur la survie en milieu sauvage du Colorado à Denver. Ce qui avait commencé comme un cauchemar dans la forêt s'était transformé en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'aurions pu imaginer, une plateforme pour aider les autres. Mesdames et messieurs, a annoncé l'organisateur de la conférence, veuillez accueillir Dylan Torres et son fils Jake, survivants de la tristement célèbre affaire d'abandon de Bear Creek. L'ovation debout a duré 3 minutes entières. Jake, maintenant âgé de 11 ans et presque aussi grand que mon épaule, s'est approché le premier du microphone. Il y a un an, il était un enfant effrayé lisant la note cruelle de sa mère. Aujourd'hui, il était un jeune homme confiant, devenu mon co-présentateur lors d'ateliers de survie dans les États de l'Ouest. Beaucoup de gens me demandent si je suis en colère à propos de ce qui s'est passé, a commencé Jake, sa voix claire et forte. J'ai été en colère pendant un certain temps. En colère contre ma mère de nous avoir abandonnés, en colère contre ses amis de l'avoir suivi. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Cette expérience a fait de mon père et moi une équipe. Elle m'a montré ce dont je suis vraiment capable. Le public était suspendu à ses lèvres. J'ai pris le podium à mon tour, regardant les visages qui comprenaient des gardes forestiers, des chefs scouts, des passionnés de plein air et des familles comme la nôtre l'avait été autrefois. La nature sauvage vous apprend des choses sur vous-même que vous ne soupçonniez pas, ai-je commencé. Jake et moi avons appris que nous sommes plus forts ensemble que nous ne l'aurions jamais imaginé. Nous avons appris que la survie ne consiste pas seulement à trouver de l'eau et à construire un abri. Il s'agit de refuser d'abandonner quand tout semble sans espoir. Notre présentation couvrait des compétences pratiques de survie, comment construire des abris d'urgence, identifier des sources d'eau sûre, signaler sa présence pour obtenir de l'aide. Mais plus que ça, il s'agissait de résilience, du lien indéfectible entre un père et son fils, de transformer la pire trahison imaginable en une source de force. Après notre discours, un jeune père s'est approché de nous, les larmes aux yeux. Ma femme et moi traversons une période difficile, a-t-il dit doucement. Votre histoire m'a rappelé ce qui est vraiment important, protéger mes enfants, quoi qu'il arrive. C'est à ce moment-là que j'ai su que nous avions trouvé notre véritable but. La vie s'était reconstruite en quelque chose de meilleur qu'avant. Amy, maintenant âgé de 16 ans, partageait son temps entre ma maison et celle de sa grand-mère maternelle, ayant coupé tout contact avec Sarah. Les enfants s'épanouissaient. Jake avait rejoint le club d'aventure en plein air de son école tandis qu'Amy prévoyait d'étudier le droit de l'environnement à l'université. J'avais quitté mon poste de chef de chantier pour lancer Torres Wilderness Consulting, enseignant des techniques de survie aux écoles, aux groupes scouts et lors de séminaires de cohésion d'équipe pour les entreprises. L'ironie ne m'échappait pas, la trahison de Sarah m'avait mené à la carrière la plus épanouissante de ma vie. Papa, on a une autre réservation, a annoncé Jake un soir, en consultant notre calendrier. Le département du shérif du comté de Jefferson veut qu'on forme leur équipe de recherche et de sauvetage. Qu'en penses-tu, partenaire? Prêt à apprendre une ou deux choses à des professionnels? Jake a souri. Tu plaisantes? Après ce qu'on a survécu, ce sera facile. J'avais appris par des connaissances communes que l'expérience de Sarah en prison avait été difficile. La femme qui tenait autrefois la cour lors des barbecues de quartier passait maintenant ses journées en combinaison orange, mangeant la nourriture de la cafétéria et comptant les jours jusqu'à sa libération. Ses amis n'avaient pas eu plus de chance. La carrière immobilière de Monica était terminée. Qui ferait confiance à quelqu'un qui avait abandonné un enfant dans la nature? Ashley avait déménagé dans un autre État, essayant d'échapper à la notoriété. Les enfants de Rebecca refusaient de lui parler, même lors des visites surveillées. Mais je ne ressentais plus aucune satisfaction dans leur souffrance. Leur choix avait eu des conséquences, et ces conséquences étaient les leurs. Jake et moi étions allés bien au-delà de la recherche de vengeance. Nous construisions quelque chose de positif à partir des cendres de leur trahison. Tu sais ce qui est drôle, papa, a dit Jake alors que nous préparions notre matériel pour une autre présentation. Si maman ne nous avait pas laissés dans ces bois, nous ne serions jamais devenus ce que nous sommes maintenant. J'ai regardé mon fils, mon partenaire, mon compagnon de survie, ma plus grande source de fierté, et j'ai réalisé qu'il avait absolument raison.
Elles avaient essayé de nous détruire. Au lieu de cela, elles nous avaient forgés en quelque chose d'incassable. 5 ans plus tard, la lettre est arrivée un mardi matin de mars, livrée à Torres Wilderness Consulting par courrier recommandé. Jack, maintenant âgé de 15 ans et presque aussi grand que moi, a été celui qui a signé pour la recevoir. « Papa, c'est de maman », a-t-il dit doucement, tenant l'enveloppe comme si elle pouvait le mordre. J'ai regardé l'écriture familière de Sarah sur l'adresse de l'expéditeur, Centre correctionnel pour femmes du Colorado, et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de douleur, juste la reconnaissance sourde d'un chapitre clos depuis longtemps. « Tu veux la lire ?» ai-je demandé à Jack. Il a réfléchi un instant, puis a secoué la tête. Quoi qu'elle ait à dire maintenant, ça n'a plus d'importance. Nous savons qui nous sommes. Garçon intelligent. J'ai mis la lettre non ouverte dans notre classeur. Certaines histoires n'ont pas besoin d'un épilogue du méchant. Cet après-midi-là, nous devions prendre la parole au lycée de Cedar Falls, la même ville où nous avions été secourus 5 ans plus tôt. Alors que nous installions notre matériel de présentation, le principal Johnson nous a présenté à un invité spécial. Dylan, Jack, j'aimerais que vous rencontriez le garde forestier Tom Mitchell. Il prend sa retraite cette année, et quand il a entendu que vous parliez aujourd'hui, il a demandé à assister. Tom Mitchell était exactement le même que le jour où il nous avait trouvés sur le chemin de terre, buriné, gentil, avec des yeux qui avaient vu tout ce que la nature sauvage pouvait infliger à une personne. Vous avez sauvé ma foi en l'humanité, les garçons, a dit Tom en nous serrant la main. En 30 ans comme garde forestier, j'ai vu beaucoup de gens en difficulté, mais je n'ai jamais vu 2 personnes gérer l'adversité avec la grâce dont vous avez fait preuve. Nous avons eu de bons professeurs, ai-je répondu, en pensant aux leçons de mon père qui nous avait gardés en vie. Et nous avions l'un l'autre, a ajouté Jack. La justification ultime. Notre présentation ce jour-là s'adressait à 300 adolescents, dont beaucoup connaissaient notre histoire par les médias et les réseaux sociaux. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est ce qui s'est passé après. Un étudiant de première année timide nommé Tyler s'est approché de nous pendant la séance de questions-réponses. Monsieur Torres, mes parents divorcent et ma mère dit des choses terribles sur mon père. Comment faites-vous pour ne pas devenir amer face à ce que les gens vous font? Jack a répondu avant que je ne le puisse. L'amertume, c'est comme transporter du poison en espérant que l'autre personne le boira. Ma mère et ses amies se sont empoisonnées elles-mêmes quand elles nous ont laissés dans ces bois. Nous avons choisi de ne pas boire ce poison. La sagesse de ces mots, venant d'un jeune de 15 ans qui avait survécu à l'abandon et à la trahison, a laissé tout l'auditorium silencieux. Ce soir-là, alors que nous rentrions à travers les montagnes du Colorado, Jack était inhabituellement silencieux. Finalement, il a parlé. « Papa, tu te demandes parfois ce qui se serait passé si maman ne nous avait pas abandonnés ? » C'était une question que je m'étais posée 1000 fois. Qu'est-ce que tu penses qu'il se serait passé ? Je pense que j'aurais grandi pour être juste un gamin comme les autres. Peut-être que j'aurais tout pris pour acquis. Jamais appris ce dont j'étais vraiment capable. Jamais appris que toi et moi, on forme une sacrée bonne équipe. J'ai garé le camion sur une aire de repos panoramique, le même type de vue sur la montagne où notre cauchemar avait commencé 5 ans plus tôt. Mais maintenant, au lieu de la peur et de la trahison, ce paysage représentait la force, la survie et le lien indéfectible entre un père et son fils. Tu sais quelle est la véritable ironie, Jack ? Quoi ? La note de ta mère disait, c'est pour le mieux. Fais-moi confiance. Elle l'a écrit par cruauté, mais elle avait raison. C'était pour le mieux. Ça a révélé qui elle était vraiment, et plus important encore, ça a révélé qui nous sommes vraiment. Jack a hoché la tête, regardant les montagnes qui avaient autrefois menacé de nous tuer et qui ressemblaient maintenant à de vieilles amies. Tu penses qu'on la reverra un jour ? Peut-être, mais ça n'a plus d'importance. Elle ne fait plus partie de notre histoire maintenant. Bien, a dit Jack simplement. Notre histoire est meilleure sans elle. Alors que nous rentrions à la maison pour retrouver Amy, qui était maintenant en première année à l'Université d'État du Colorado en droit de l'environnement, et la vie que nous avions construite sur les cendres de la trahison, j'ai réalisé quelque chose de profond. Sarah et ses amies avaient pensé qu'elles écrivaient notre fin ce jour-là où elles nous ont laissés dans la forêt. Au lieu de cela, elles avaient écrit la leur.
Jack et moi avions survécu, prospéré et transformé notre traumatisme en quelque chose qui aidait les autres. Nous avions transformé l'abandon en aventure, la trahison en force, et la quasi-mort en une vie qui valait la peine d'être vécue. Elles ont essayé de nous enterrer dans la nature sauvage, mais elles avaient oublié la règle la plus importante de la survie. Parfois, ce qui ne vous tue pas ne fait pas que vous rendre plus fort. Parfois, ça vous rend légendaire.